Il faut que nos lecteurs nous permettent d'abandonner un instant Roland et Sir John, qui, grâce à la disposition physique et morale dans laquelle nous les avons laissés, ne doivent leur inspirer aucune inquiétude, et de nous occuper sérieusement d'un personnage qui n'a fait qu'apparaître dans cette histoire et qui, cependant, doit y jouer un grand rôle. Nous voulons parler de l'homme qui était entré masqué et armé dans la salle de la table d'hôte d'Avignon pour rapporter à Jean Picot le groupe de 200 louis qui lui avait été volé par mégarde, confondu qu'il était avec l'argent du gouvernement. Nous avons vu que l'audacieux bandit, qui s'était donné à lui-même le nom de Morgan, était arrivé à Avignon masqué, à cheval et en plein jour. Il avait, pour entrer dans l'hôtel du Palais-Égalité, laissé son cheval à la porte et, comme si ce cheval eût joui dans la ville pontificale et royaliste de la même impunité que son maître, il l'avait retrouvé au tournebride, l'avait détaché, avait sauté dessus, était sorti par la porte d'Oule, avait longé les murailles au grand galop et avait disparu sur la route de Lyon. Seulement, à un quart de lieue d'Avignon, il avait ramené son manteau autour de lui pour dérober aux passants la vue de ses armes, et, ôtant son masque, il l'avait glissé dans une de ses fontes. Ceux qui l'avaient laissé à Avignon si fort intrigués de ce que pouvait être ce terrible Morgan, la terreur du Midi, eussent pu alors, s'ils se fussent trouvés sur la route d'Avignon à Bédaride, s'assurer par leurs propres yeux si l'aspect du bandit était aussi terrible que l'était sa renommée. Nous n'hésitons point à dire que les traits qui se fussent alors offerts à leur regard leur auraient paru si peu en harmonie avec l'idée que leur imagination prévenue s'en était faite que leur étonnement eût été extrême. En effet, le masque, enlevé par une main d'une blancheur et d'une délicatesse parfaite, venait de laisser à découvert le visage d'un jeune homme de 24 à 25 ans à peine, visage qui, par la régularité des traits et la douceur de la physionomie, eût pu le disputer à un visage de femme. Un seul détail donnait à cette physionomie, ou plutôt devait lui donner, dans certains moments, un caractère de fermeté étrange. C'était, sous de beaux cheveux blonds flottant sur le front et sur les tempes, comme on les portait à cette époque, des sourcils, des yeux et des cils d'un noir d'ébène. Le reste du visage, nous l'avons dit, était presque féminin. Il se composait de 2 petites oreilles dont on n'apercevait que l'extrémité sous cette touffe de cheveux temporale à laquelle les incroyables de l'époque avaient donné le nom d'oreille de chien, d'un nez droit et d'une proportion parfaite, d'une bouche un peu brandade mais rosée et toujours souriante, et qui, en souriant, laissait voir une double rangée de dents admirables, d'un menton fin et délicat, légèrement teinté de bleu, et indiquant par cette nuance que, si sa barbe n'eût point été si soigneusement et si récemment faite, elle eût, protestant contre la couleur dorée de la chevelure, était du même ton que les sourcils, les cils et les yeux, c'est-à-dire du noir le plus prononcé. Quant à la taille de l'inconnu, on avait pu l'apprécier au moment où il était entré dans la salle de la table d'hôte. Elle était élevée, bien prise, flexible, et dénotait, sinon une grande force musculaire, du moins une grande souplesse et une grande agilité. Quant à la façon dont il était à cheval, elle indiquait l'assurance d'un écuyer consommé. Son manteau rejeté sur son épaule, son masque caché dans ses fontes, son chapeau enfoncé sur ses yeux, le cavalier reprit l'allure rapide un instant abandonné par lui, traversa Bédarides au galop et, arrivé aux premières maisons d'Orange, entra sous une porte qui se referma immédiatement derrière lui. Un domestique attendait et sauta au mort du cheval. Le cavalier mit rapidement pied à terre. « Ton maître est-il ici » demanda-t-il au domestique. « Non, monsieur le baron, répondit celui-ci. Cette nuit, il a été forcé de partir, et il a dit que, si monsieur venait et le demandait, on répondit à monsieur qu'il voyageait pour les affaires de la compagnie. Bien, Baptiste, je lui ramène son cheval en bon état, quoique un peu fatigué. Il faudrait le laver avec du vin, en même temps que tu lui donnerais, pendant 2 ou 3 jours, de l'orge au lieu d'avoine. Il a fait quelque chose comme 40 lieues depuis hier matin. Monsieur le baron en a été content ? Très content. La voiture est-elle prête ? Oui, monsieur le baron, tout attelé sous la remise. Le postillon boit avec Julien. Monsieur avait recommandé qu'on l'occupât hors de la maison pour qu'il ne le vît pas venir. Il croit que c'est ton maître qu'il conduit. Oui, monsieur le baron, voici le passeport de mon maître, avec lequel on a été prendre les chevaux à la poste. Et, comme mon maître est allé du côté de Bordeaux avec le passeport de monsieur le baron, et que monsieur le baron va du côté de Genève avec le passeport de mon maître, il est probable que l'écheveau de fil sera assez embrouillé pour que dame Police, si subtil que soient ses doigts, ne le dévite pas facilement. Bien, Baptiste. Détache la valise qui est à la croupe du cheval, Baptiste, et donne-la-moi. Baptiste se mit en devoir d'obéir. Seulement, la valise faillit lui échapper des mains. « Ah, dit-il en riant, monsieur le baron ne m'avait pas prévenu. Diable, monsieur le baron n'a pas perdu son temps à ce qu'il paraît. » C'est ce qui te trompe, Baptiste. Si je n'ai pas perdu tout mon temps, j'en ai au moins perdu beaucoup. Aussi, je voudrais bien repartir le plus tôt possible.
Monsieur le baron ne déjeunerait-il pas? Je mangerai un morceau, mais très rapidement. Monsieur ne sera pas retardé. Il est 2 heures de l'après-midi et le déjeuner l'attend depuis 10 heures du matin. Heureusement que c'est un déjeuner froid. Et Baptiste se mit en devoir de faire, en l'absence de son maître, les honneurs de la maison à l'étranger en lui montrant la route de la salle à manger. Inutile, dit celui-ci, je connais le chemin. Occupe-toi de la voiture, qu'elle soit sous l'allée, la portière toute ouverte au moment où je sortirai, afin que le postillon ne puisse me voir. Voilà de quoi lui payer sa première poste. Et l'étranger, désigné sous le titre de baron, remit à Baptiste une poignée d'assignats. Ah, monsieur, dit celui-ci, mais il y a là de quoi payer le voyage jusqu'à Lyon. Contente-toi de le payer jusqu'à Valence, sous prétexte que je veux dormir. Le reste sera pour la peine que tu vas prendre à faire les comptes. Dois-je mettre la valise dans le coffre? Je l'y mettrai moi-même. Et, prenant la valise des mains du domestique, sans laisser voir qu'elle pesât à sa main, il s'achemina vers la salle à manger, tandis que Baptiste s'acheminait vers le cabaret voisin en mettant de l'ordre dans ses assignats. Comme l'avait dit l'étranger, le chemin lui était familier, car il s'enfonça dans un corridor, ouvrit sans hésiter une première porte, puis une seconde, et cette seconde porte ouverte se trouva en face d'une table élégamment servie. Une volaille, 2 paires d'eau, un jambon froid, des fromages de plusieurs espèces, un dessert composé de fruits magnifiques et 2 carafes contenant, l'une du vin couleur de rubis et l'autre du vin couleur de topaze, constituaient un déjeuner qui, quoique évidemment servi pour une seule personne puisqu'un seul couvert était mis, pouvait, en cas de besoin, suffire à 3 ou 4 convives. Le premier soin du jeune homme, en entrant dans la salle à manger, fut d'aller droit à une glace, d'ôter son chapeau, de rajuster ses cheveux avec un petit peigne qu'il tira de sa poche, après quoi il s'avança vers un bassin de faïence surmonté de sa fontaine, prit une serviette qui paraissait préparée à cet effet et se lava le visage et les mains. Ce ne fut qu'après ces soins, qui indiquaient l'homme élégant par habitude, ce ne fut, disons-nous, qu'après ces soins minutieusement accomplis que l'étranger se mit à table. Quelques minutes lui suffirent pour satisfaire un appétit auquel la fatigue et la jeunesse avaient cependant donné de majestueuses proportions. Et quand Baptiste reparut pour annoncer aux convives solitaires que la voiture était prête, il le vit aussitôt debout que prévenu. L'étranger enfonça son chapeau sur ses yeux, s'enveloppa de son manteau, mit sa valise sous son bras et, comme Baptiste avait eu le soin de faire approcher le marchepied aussi près que possible de la porte, il s'élança dans la chaise de poste sans avoir été vu du postillon. Baptiste referma la portière sur lui, puis, s'adressant à l'homme aux grosses bottes, « Tout est payé jusqu'à Valence, n'est-ce pas, postes et guides ?» demanda-t-il. « Tout. Vous faut-il un reçu ?» répondit en goguarnardant le postillon. « Non, mais monsieur le marquis de Ribier, mon maître, ne désire pas être dérangé jusqu'à Valence. »« C'est bien, » répondit le postillon avec le même accent gouailleur. « On ne dérangera pas le citoyen marquis. Allons, houp !» Et il enleva ses chevaux en faisant résonner son fouet avec cette bruyante éloquence qui dit à la fois aux voisins et aux passants « Gare ici, gare là-bas, ou sinon tant pis pour vous, je mène un homme qui paye bien et qui a le droit d'écraser les autres. » Une fois dans la voiture, le faux marquis de Ribier ouvrit les glaces, baissa les stores, leva la banquette, mit sa valise dans le coffre, s'assit dessus, s'enveloppa dans son manteau et, sûr de n'être réveillé qu'à Valence, s'endormit comme il avait déjeuné, c'est-à-dire avec tout l'appétit de la jeunesse. On fit le trajet d'Orange à Valence en 8 heures. Un peu avant d'entrer dans la ville, notre voyageur se réveilla. Il souleva un store avec précaution et reconnut qu'il traversait le petit bourg de la Paillasse. Il faisait nuit, il fit sonner sa montre. Elle sonna 11 heures du soir. Il jugea inutile de se rendormir, fit le compte des postes à payer jusqu'à Lyon et prépara son argent. Au moment où le postillon de Valence s'approchait de son camarade qu'il allait remplacer, le voyageur entendit celui-ci qui disait à l'autre « Il paraît que c'est un ci-devant, mais depuis Orange, il est recommandé, et vu qu'il paye 20 sous de guide, faut le mener comme un patriote. » « C'est bon, » répondit le Valentinois, « on le mènera en conséquence. » Le voyageur crut que c'était le moment d'intervenir. Il souleva son store. « Et tu ne feras que me rendre justice, dit-il. Un patriote, corbleu, je me vante d'en être un, et du premier calibre encore. Et la preuve, tiens, voilà pour boire à la santé de la République. » Et il donna un assignat de 100 francs au postillon qui l'avait recommandé à son camarade. Et comme l'autre regardait d'un œil avide le chiffron de papier, « Et voilà le pareil pour toi, dit-il, si tu veux faire aux autres la même recommandation que tu viens de recevoir. »« Oh, soyez tranquille, citoyen, dit le postillon, il n'y aura qu'un mot d'ordre d'ici à Lyon, ventre à terre. Et voici d'avance le prix des 16 postes, y compris la double poste d'entrée. Je paye 20 sous de guide, arrangez cela entre vous. » Le postillon enforcha son cheval et partit au galop. La voiture relayait à Lyon vers les 4 heures de l'après-midi.
Pendant que la voiture relayait, un homme habillé en commissionnaire et qui, son crochet sur le dos, se tenait assis sur une borne, se leva, s'approcha de la voiture et dit tout bas au jeune compagnon de Jéhu quelques paroles qui parurent jeter celui-ci dans le plus profond étonnement. « En es-tu bien sûr » demanda-t-il au commissionnaire. « Quand je te dis que je l'ai vu, de mes yeux vus » répondit ce dernier. « Je puis donc annoncer à nos amis la nouvelle comme certaine ?»« Tu le peux, seulement hâte-toi. » « Est-on prévenu à Serval ? Oui, tu trouveras un cheval prêt entre Serval et Su. » Le postillon s'approcha, le jeune homme échangea un dernier regard avec le commissionnaire qui s'éloigna comme s'il était chargé d'une lettre très pressée. « Quelle route, citoyen » demanda le postillon. « La route de Bourg. Il faut que je sois à Serval à 9 heures du soir. Je paye 30 sous de guide. 14 lieues en 5 heures, c'est dur, mais enfin cela peut se faire. Cela se fera-t-il ? On tâchera. » Et le postillon enleva ses chevaux au grand galop. À 9 heures sonnantes, on entrait dans Serval. « Un écu de 6 livres pour ne pas relayer et me conduire à moitié chemin dessus » cria par la portière le jeune homme au postillon. « Ça va » répondit celui-ci. Et la voiture passa sans arrêter devant la poste. À un demi-quart de lieue de Serval, Morgan fit arrêter la voiture, passa sa tête par la portière, rapprocha ses mains et imita le cri du chat-huant. L'imitation était si fidèle que des bois voisins un chat-huant lui répondit. « C'est ici » cria Morgan. Le postillon arrêta ses chevaux. « Si c'est ici, dit-il, inutile d'aller plus loin. » Le jeune homme prit la valise, ouvrit la portière, descendit et, s'approchant du postillon, « Voici l'écu des 6 livres promis. » Le postillon prit l'écu, le mit dans l'orbite de son œil et l'y maintena comme un élégant de nos jours y maintient son lorgnon. Morgan devina que cette pantomime avait une signification. « Eh bien, demanda-t-il, que veut dire cela ?»« Cela veut dire, fit le postillon, que j'ai beau faire, j'y vois d'un œil. »« Je comprends, reprit le jeune homme en riant, et si je bouge l'autre œil ? Dame, je n'y verrai plus. Ah, en voilà un drôle, qui aime mieux être aveugle que borgne. Enfin, il ne faut pas disputer des goûts, tiens. » Et il lui donna un second écu. Le postillon le mit sur son autre œil, fit tourner la voiture et reprit le chemin de Serval. Le compagnon de Jéhu attendit qu'il se fût perdu dans l'obscurité, et, approchant de sa bouche une clé forée, il en tira un son prolongé et tremblotant, comme celui d'un sifflet de contremaître. Un son pareil lui répondit, et, en même temps, on vit un cavalier sortir du bois et s'approcher au galop. À la vue de ce cavalier, Morgan se couvrit de nouveau le visage de son masque. « Au nom de qui venez-vous » demanda le cavalier, dont on ne pouvait point voir la figure, cachée qu'elle était sous les bords d'un énorme chapeau. « Au nom du prophète Élisée » répondit le jeune homme masqué. « Alors c'est vous que j'attends. » Et il descendit de cheval. « Es-tu prophète ou disciple » demanda Morgan. « Je suis disciple » répondit le nouveau venu. « Et ton maître, où est-il ? Vous le trouverez à la Chartreuse de Seyon. Sais-tu le nombre des compagnons qui y sont réunis ce soir ? 12. C'est bien, si tu en rencontres quelques autres, envoie-les au rendez-vous. » Celui qui s'était donné le titre de disciple s'inclina en signe d'obéissance, aida Morgan à attacher la valise sur la croupe de son cheval et le tint respectueusement par le mort, tandis que celui-ci montait. Sans même attendre que son secondier eût atteint l'étrier, Morgan piqua son cheval, qui arracha le mort des mains du domestique et partit au galop. On voyait à la droite de la route s'étendre la forêt de Seyon, comme une mer de ténèbres dont le vent de la nuit faisait onduler et gémir les vagues sombres. À un quart de lieue au-delà de Suy, le cavalier poussa son cheval à travers terre et alla au-devant de la forêt qui, de son côté, semblait venir au-devant de lui. Le cheval, guidé par une main expérimentée, s'y enfonça sans hésitation. Au bout de 10 minutes, il reparut de l'autre côté. À 100 pas de la forêt s'élevait une masse sombre, isolée au milieu de la plaine. C'était un bâtiment d'une architecture massive, ombragé par 5 ou 6 arbres séculaires. Le cavalier s'arrêta devant une grande porte, au-dessus de laquelle étaient placées en triangle 3 statues, celle de la Vierge, celle de notre Seigneur Jésus et celle de Saint Jean-Baptiste. La statue de la Vierge marquait le point le plus élevé du triangle. Le voyageur mystérieux était arrivé au but de son voyage, c'est-à-dire à la Chartreuse de Seyon. La Chartreuse de Seyon, la 22e de l'ordre, avait été fondée en 1178. En 1672, un bâtiment moderne avait été substitué au vieux monastère. C'est de cette dernière construction que l'on voit encore aujourd'hui les vestiges. Ces vestiges sont, à l'extérieur, la façade que nous avons dite façade ornée de 3 statues, et devant laquelle nous avons vu s'arrêter le cavalier mystérieux. À l'intérieur, une petite chapelle ayant son entrée à droite sous la grande porte. Un paysan, sa femme, 2 enfants l'habitent à cette heure et, de l'ancien monastère, ils ont fait une ferme. En 1791, les Chartreuses avaient été expulsées de leur couvent.
En 1792, la Chartreuse et ses dépendances avaient été mises en vente comme propriété ecclésiastique. Les dépendances étaient d'abord le parc, attenant au bâtiment, et ensuite la belle forêt qui porte encore aujourd'hui le nom de Seillon. Mais, à Bourg, ville royaliste et surtout religieuse, personne ne risqua de compromettre son âme en achetant un bien qui avait appartenu à de dignes moines que chacun vénérait. Il en résultait que le couvent, le parc et la forêt étaient devenus, sous le titre de bien de l'État, la propriété de la République, c'est-à-dire n'appartenaient à personne, ou du moins restaient délaissés. Car la République, depuis 7 ans, avait eu bien autre chose à penser que de faire recrépir des murs, entretenir un verger et mettre en coupe réglée une forêt. Depuis 7 ans donc, la Chartreuse était complètement abandonnée, et quand, par hasard, un regard curieux pénétrait par le trou de la serrure, il voyait l'herbe poussant dans les cours, comme les ronces dans le verger, comme les broussailles dans la forêt, laquelle, percée à cette époque d'une route et de 2 ou 3 sentiers seulement, était partout ailleurs, en apparence du moins, devenue impraticable. Une espèce de pavillon, nommé la Correrie, dépendant de la Chartreuse et distant du monastère d'un demi-quart de lieue, verdissait de son côté dans la forêt, laquelle, profitant de la liberté qui lui était laissée de pousser à sa fantaisie, l'avait enveloppé de tous côtés d'une ceinture de feuillage et avait fini par le dérober à la vue. Au reste, les bruits les plus étranges couraient sur ces 2 bâtiments. On les disait hantés par des hôtes invisibles le jour, effrayants la nuit. Des bûcherons ou des paysans attardés, qui parfois allaient encore exercer dans la forêt de la République les droits d'usage dont la ville de Bourg jouissait du temps des Chartreuses, prétendaient avoir vu, à travers les fentes des volets fermés, courir des flammes dans les corridors et dans les escaliers, et avoir distinctement entendu des bruits de chaînes traînant sur les dalles des cloîtres et les pavés des cours. Les esprits forts niaient la chose, mais, en opposition avec les incrédules, 2 sortes de gens l'affirmaient et donnaient, selon leurs opinions et leurs croyances, à ces bruits effrayants et à ces lueurs nocturnes 2 causes différentes. Les patriotes prétendaient que c'étaient les âmes des pauvres moines que la tyrannie des cloîtres avait ensevelis vivants dans les in-pace, qui revenaient en appelant la vengeance du ciel sur leurs persécuteurs et qui traînaient après leur mort les fers dont ils avaient été chargés pendant leur vie. Les royalistes disaient que c'était le diable en personne, qui, trouvant un couvent vide et n'ayant plus à craindre le goupillon des dignes religieux, venait tranquillement prendre ses ébats là où autrefois ils n'eussent pas osé hasarder le bout de sa griffe. Mais il y avait un fait qui laissait toute chose en suspens, c'est que pas un de ceux qui niaient ou qui affirmaient, soit qu'il eût pris parti pour les âmes des moines martyrs ou pour le sabbat tenu par Belzébuth, n'avait eu le courage de se hasarder dans les ténèbres et de venir, aux heures solennelles de la nuit, s'assurer de la vérité, afin de pouvoir dire le lendemain si la Chartreuse était solitaire ou hantée, et, si elle était hantée, quelle espèce d'autre y revenait. Mais sans doute tous ces bruits, fondés ou non, n'avaient aucune influence sur le cavalier mystérieux, car, ainsi que nous l'avons dit, quoique 9 heures sonnassent à Bourg, et que, par conséquent, il fit nuit close, il arrêta son cheval à la porte du monastère abandonné, et, sans mettre pied à terre, tirant un pistolet de ses fontes, il frappa du pommeau contre la porte 3 coups espacés à la manière des francs-maçons. Puis il écouta. Un instant, il avait douté qu'il y eût réunion à la Chartreuse, car si fixement qu'il eût regardé, si attentivement qu'il eût prêté l'oreille, il n'avait vu aucune lumière, n'avait entendu aucun bruit. Cependant, il lui sembla qu'un pas circonspect s'approchait intérieurement de la porte. Il frappa une seconde fois avec la même arme et de la même façon. « Qui frappe » demanda une voix. « Celui qui vient de la part d'Élysée » répondit le voyageur. « Quel est le roi auquel les fils d'Isaac doivent obéir » Jéhu. Quelle est la maison qu'ils doivent exterminer? Celle d'Achab. Êtes-vous prophète ou disciple? Je suis prophète. Alors soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur, dit la voix. Aussitôt, les barres de fer qui assuraient la massive clôture basculèrent sur elles-mêmes, les verrous grincèrent dans les tenons, un des battants de la porte s'ouvrit silencieusement et le cheval et le cavalier s'enfoncèrent sous la sombre voûte qui se referma derrière eux. Celui qui avait ouvert cette porte, si lente à s'ouvrir, si prompte à se refermer, était vêtu de la longue robe blanche des Chartreux, dont le capuchon, retombant sur son visage, voilait entièrement ses traits.